Mais on se demande si vous êtes démocrate, Pierre Desproges. Non. 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 Non, pourquoi? Parce que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Oui. Le plus grand nombre, c'est les gens qui regardent Sabatier. Que ces gens-la votent, je trouve ça scandaleux, c'est tout. Quel rapport entretient la philosophie avec la démocratie? On a souvent tendance à mettre en évidence les modèles de cités grecques, et notamment Athènes, ville philosophique par excellence, comme berceau de la démocratie. Dans les faits, les Grecs ont voulu créer des sociétés d'hommes libres, mais à Athènes, si vous n'étiez pas un homme ayant fait son service militaire et né à Athènes, vous aviez peu de chances de peser dans le pouvoir politique. À la base, rappelons que démocratie vient de démos et kratos, peuple et pouvoir par la force. L'idée de démocratie, c'est que le peuple décide de la direction que prend la société tout entière. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée d'un peuple qui décide, ça n'a pas fait très bon ménage avec la philosophie. Il a fallu attendre longtemps avant de voir des philosophes défendre ce modèle. Pour cause, l'histoire de la philosophie politique en Occident est complexe, et il y a de multiples voies pour y accéder. Cependant, nous allons, pour schématiser, diviser en deux grandes traditions l'histoire de notre rapport au corps politique. D'une part, une tradition fondée sur l'idée de justice, d'autre part, une tradition fondée sur l'idée de guerre. La première question que nous allons nous poser aujourd'hui sera donc: le politique trouve-t-il ses racines dans un sentiment de justice? Quitte à faire de l'étymologie, n'oublions pas que politique, ça nous vient aussi du grec polis, qui veut dire cité. La politique, c'est donc ce qu'on désigne comme étant la vie dans la cité. La politique est un engagement dans le monde, et la citoyenneté, c'est le fait de prendre parti et acte dans l'organisation sociale, dans cet ensemble culturel et économique qui nous entoure. Alors, qu'est-ce qui motive nos actions dans notre implication politique ? S'il est certain que le monde dans lequel nous évoluons a une influence directe sur nous, nous réalisons, à un moment donné, que nos actions elles-mêmes, aussi insignifiantes puissent-elles nous paraître, impactent tout autant le monde qui nous entoure. Aussi, quand nous nous responsabilisons, nous cherchons à agir au mieux, de la manière la plus juste possible. Cette prise de conscience de l'impact de nos actions est politique, mais elle est également morale. On peut assez difficilement séparer l'idée de justice de l'idée de bien, même si parfois l'action la plus juste nous paraît encore être, dans un certain sens, mauvaise. Il y aurait trop d'exemples de choix impossibles dans l'histoire des exemples. Prenez celui que vous souhaitez. Combien de fois avons-nous été contraints de faire un choix entre deux choses en nous demandant lequel de ces deux choix était le plus juste, le plus équitable ? Celui qui blesse le moins de monde ou celui qui blesse le moins profondément, celui qui maintient l'équilibre ou celui qui fait basculer la réalité, celui qui nous avantage ou celui qui avantage un être cher. Et nous savons que ce choix peut être décisif, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Dès lors se pose une question: comment faire le bon choix ? La réponse la plus évidente qui nous viendrait à l'esprit est: le bon choix, c'est le choix le plus rationnel. Ce qui voudrait dire que la personne la plus juste, c'est la personne qui a le plus de raison, ou du moins qui fait le meilleur usage de sa raison. Et c'est là qu'intervient notre athlète favori, j'ai bien sûr nommé Platon. Comme vous le savez, Platon met en scène Socrate, l'homme le plus sage d'Athènes, pour mettre en évidence l'incohérence du discours de ses opposants, et surtout combattre l'opinion, c'est-à-dire la pensée courante, la pensée manipulatrice, non rationnelle. On comprend mieux pourquoi Platon se méfie d'un modèle démocratique. Le peuple étant plus facilement manipulable, ballotté au gré d'opinions changeantes et creuses, pas question de le laisser décider de l'avenir de la cité. Platon, comme bon nombre de philosophes dans sa suite, est un aristocrate, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que c'est à l'élite, les meilleurs, de décider pour le reste. Pour illustrer sa pensée, il compare le corps social au corps organique humain, en 3 parties distinctes. Au sommet, il y a la tête, l'organe de la raison et de la décision, qui correspond socialement aux philosophes, les amis de la sagesse. Au centre, il y a le cœur, l'organe du courage et de la force,
qui correspond socialement à l'armée, les protecteurs de la cité. En bas, il y a le ventre, l'organe de l'alimentation et de l'énergie, qui correspond socialement aux artisans, paysans, marchands, bref, toutes les professions libérales qui servent à faire tourner la machine. Ici, la philosophie est prise dans un jeu compliqué. Comme une de ses vertus premières serait de combattre l'opinion courante, il lui est difficile de soutenir un régime politique au sein duquel l'opinion pourrait créer des lois qui impacteraient le monde. D'un autre côté, cette même quête pousse la philosophie à s'élever contre la tyrannie, et on a tendance à penser qu'un peuple libre est un peuple philosophe. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous vivons dans une société, et nous répondons de nos actes, qu'ils soient justes ou non. Peut-être la politique nous conduit-elle irrémédiablement par-delà le bien et le mal. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion. Comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre, au milieu des esclaves.